Une minute de silence pour de multiples morts dans l'est de la République démocratique du Congo, restitution de la rencontre de la communauté Tutsi à Kinshasa avec le président de la République démocratique du Congo en novembre dernier, mais également les enjeux de l'heure ont constitué le gros du message de Maître Ali Kabengera, porte-parole des Isoko face à la presse ce 14 décembre 2022 à Goma. Un tableau sombre peint-il de la situation des réfugiés Tutsi qui risque même la patrie, dit Maître Ali Kabengera, parle de la difficulté d'acquisition du passeport congolais pour les membres de cette même communauté, sans oublier de multiples exactions et les discours de haine pour lesquels il plaide pour des sanctions. Le porte-parole de la communauté Tutsi appelle le président de la République à avoir un plan maréchal afin de décourager la jeunesse à adhérer dans les groupes armés. Il plaide également en faveur de l'aide humanitaire pour les déplacés de la guerre du M23 situés dans les zones occupées. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui nous a reçus à ses bureaux. Et en effet, c'était sur invitation de la présidence de la République. Les membres de la communauté rwandophone, ou notamment les membres de la communauté Tutsi, les membres de la communauté Hutu, mais également nos frères du site Kivu de Banyamulenge. Nous avons été reçus en audience solennelle par le président de la République, chef de l'État. Et notre délégation était constituée de plusieurs personnes, dont 10 personnes du Nord Kivu, ça veut dire les Tutsis du Nord Kivu, et 10 personnes de la communauté de Sud Kivu. Pour besoin de la cause, quand vous rencontrez le roi, eh bien, vous devez vous préparer pour qu'il écoute le peu que vous avez à lui communiquer. C'est ainsi qu'on a désigné 2 rapporteurs qui avaient la mission de présenter les desiderata de nos communautés, s'agissant ici de la communauté du Sud Kivu et la communauté du Nord Kivu. Du côté du Nord Kivu, nous avons désigné monsieur ou l'honorable John Kanyoni, que vous connaissez, c'est lui qui était le porte-parole du côté Nord Kivu. Et pour le côté Sud Kivu, Azarias Ubewa, l'ancien vice-président que vous connaissez, a été désigné comme rapporteur. La séance a été débutée par une brève introduction faite par le modérateur de la séance, qui n'était autre que son Excellence Alexis Guissaro, que vous connaissez bien, qui était membre également de la délégation, suivi de la présentation de membres de la délégation. Ensuite, le chef de l'État prendra parole pour souhaiter à ses hôtes, ça veut dire la délégation, une chaleureuse bienvenue. Le règle protocolaire étant accompli, la délégation va prendre parole et exposer le message à l'occasion qui a tourné essentiellement sur le point suivant. 1. L'espoir. Nous avons fait savoir à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que sa venue au pouvoir, son élection au pouvoir en 2018 avait suscité un espoir dans la communauté Tutsi. Parce que voyez-vous, c'était une personne neutre. Elle ne faisait pas partie de microcosme politique depuis l'indépendance de notre pays. En ce qui nous concerne, c'était une fierté d'avoir une personne tout au moins neutre. Et c'était un honneur pour nous. Nous savions bien évidemment qu'avec lui, plusieurs de nos problèmes allaient trouver solution. Le deuxième point, on a fait une brève historique de notre communauté, dont la présence en République démocratique du Congo est millénaire, bien avant l'arrivée des colons, même si les autres essayent de nous rendre des apatrides. Troisième point, nous lui avons exposé le point sur la montée à puissance des discours de haine auxquels nous assistons tous, et l'impunité qui s'ensuit occasionna la méfiance entre communautés, persécutions, lynchages et tueries à l'endroit des membres de la communauté à travers le pays. Le quatrième point, nous avons parlé sur les arrestations arbitraires. Heureusement, parmi nous, il y a les membres de l'ANR et je pense qu'ils savent de quoi je suis en train de parler. Aujourd'hui, les membres de la communauté Tutsi sont devenus un fonds de commerce. Il suffit juste qu'on t'accuse de n'importe quoi, on t'arrête et pour quitter la prison, vous devez débourser de l'argent. C'est condamnable. Et nous lui avons, en dehors des arrestations arbitraires, 5e point, nous avons parlé sur les échéances électorales.
Comme vous le savez tous, à chaque fois que nous approchons les élections, ou alors les échéances électorales, ou qu'il y a un quelconque conflit avec le Rwanda, les Tutsis, pour ne pas dire le rwandophone, sont toujours pris à partie. Et nous lui avons fait savoir ces problèmes. En sixième lieu, nous l'avons exposé les problèmes d'écartement systématique des membres de nos communautés dans les institutions du pays et de services de défense et de sécurité. Vous suivez depuis un certain temps des accusations infondées portées sur le membre de la communauté rwandophone en disant qu'ils sont des infiltrés, sans preuve quelconque. On les appelle des infiltrés. Et ainsi, nous avons constaté qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, les membres de nos communautés sont en train d'être systématiquement mettre à côté ou alors mettre à l'écart de la gestion de la chose publique. Septième lieu, nous lui avons parlé de la problématique de la délivrance des passeports aux membres de la communauté. Aujourd'hui, pour avoir un passeport, nous allons y revenir. J'espère qu'un de vous me rappellera pour qu'on y revienne. Pour avoir un passeport au niveau de Kinshasa, ça se traite au cas par cas. Donc un Tutsi, un Hutu, nous y reviendrons d'ailleurs. Pour ceux-là qui disent qu'ils sont Bantous et consorts, nous nous étonnons qu'ils souffrent du même problème que nous, parce que même pour eux, avoir des passeports, c'est devenu un problème aujourd'hui. Nous lui avons également exposé en huitième lieu la problématique de retour des réfugiés. Vous savez bien que c'est un problème là depuis une vingtaine d'années, si pas 30 années. On revient sur cette question et ça ne trouve jamais de solution. En neuvième lieu, nous lui avons exposé la question de groupes armés M23, les Twirwaneho et les autres groupes étrangers qui sont le problème majeur depuis les génocides des Tutsis au Rwanda. En dixième lieu, nous lui avons exposé le problème foncier et les tueries des vaches, où des personnes mal intentionnées essaient de spolier des terres des Tutsis, prétextant qu'ils sont des étrangers, en tuant leurs bêtes pour les appauvrir et les déraciner des espaces vitaux. À la 11e place, nous avons évoqué le problème de l'impunité et la mauvaise administration de la justice qui favorise la recrudescence des actes répréhensibles. Tout le monde aujourd'hui, il peut s'élever avec son téléphone, il fait n'importe quelle déclaration, il balance ça sur les réseaux sociaux et aucune sanction. Et en 12e lieu, nous avons parlé de la généralité, du début de conflit au Rwanda, du génocide du Rwanda, de l'entrée de réfugiés au Congo. Et jusqu'aujourd'hui, nos problèmes sont restés les mêmes. Nous lui avons, contrairement aux autres, nous lui avons fait savoir que nous ne sommes pas les seuls qui subissent les conséquences de ces affres. Les Tutsis en subissent, les Hutus en subissent, les Nandais en subissent, les Houndés, les Tembo, les Nyanga, les Kano, les Chi, les Havu, tous ils s'en subissent au même titre. Nous lui avons fait savoir. À la fin de l'exposé, nous lui avons fait quelques recommandations, dont que les instances judiciaires soient impérativement et exceptionnellement instruites aux fins de la rigueur dans la sanction pour décourager les discours de haine. 2. Que les extrémistes de tous bords soient isolés, y compris chez les Tutsis, parce que les extrémistes, il y en a dans toutes les communautés, vous devez me croire. Chez les Tutsis, chez les Hutus, chez toutes les tribus du monde, toutes les ethnies, il y a des extrémistes. 3e lieu, nous lui avons recommandé que le pays devrait assurément raffermir ses armes diplomatiques aux fins du soutien international dans la lutte pour la pacification et la stabilisation de l'Est de notre pays. En 4e lieu, que les raisons qui sont à la base de la détérioration de nos relations avec les pays voisins soient rencontrées, car nous sommes voisins éternels. Qu'une solution sociale, politique et diplomatique soit trouvée au problème du M23 et Twirwaneho, car de deux côtés de front, nous y perdons 2 enfants. Nous comprenons bien que les autres peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais dans cette guerre, ce sont les Tutsis, les Hutus et leurs terres qui perdent beaucoup plus que tout le monde. Les combats se déroulent sur nos terres. De deux côtés de front, que ce soit dans la FARDC ou le M23, il y a des Tutsis, il y a des Hutus. Donc c'est nous qui perdons doublement, si pas triplement.
Nous lui avons ensuite suggéré qu'un comité de notables de la partie Est, de l'Ituri jusqu'au Tanganyika, soit constitué en fait d'accompagner le gouvernement dans la recherche de solutions basées sur les véritables problèmes à la base. Comme vous le savez, dans la plupart des cas, nous avons des gens qui sont à Kinshasa, mais qui ne maîtrisent absolument rien de ce qui se passe sur terrain. Vous vous rappelez la fameuse histoire d'un politicien qui a été à la télévision, qui a confirmé toute honte bœuf sur la caméra de cette chaîne dont j'oublie les noms, que Kibumba était à 304 km. Vous comprenez? Cela dénote de la méconnaissance, de l'ignorance même des problèmes qui sont sur terrain. Pas plus tard qu'il y a 5 jours, j'ai vu une délégation de certaines personnes qui étaient venues de Kinshasa. Ils sont partis visiter les réfugiés ou les déplacés qui sont à Kanyaruchinya. Moi, j'étais à côté, je l'ai entendu, et il a entendu des gens parler là-bas. Et il a dit, mais vous imaginez, là-bas, on dit seulement ce sont des Tutsis, mais là-bas, est-ce que ce sont des Tutsis qui sont dans les camps de Kanyaruchinya? Ça veut dire qu'il ne comprend absolument rien. Ensuite, en dernier lieu, nous lui avons suggéré à ce qu'un plan Marshall pour l'Est, ça veut dire l'axe Ituri-Tanganyika, soit adopté avec des investissements réels dans les infrastructures, afin de donner des débouchés à notre jeunesse, et ainsi décourager les jeunes à intégrer les groupes armés faute de débouchés. Vous savez bien que l'État a perdu son autorité depuis les années 1990-94 dans cette partie. À cet effet, le président a pris note de tous les desiderata lui présentés. Il a commencé par nous rassurer par rapport à l'intégrité physique. Il nous a dit que notre intégrité physique ne souffrirait d'aucune faille. C'est une garantie qu'il nous a donnée et je vous la transmets telle qu'il nous a donnée. Ils nous ont ensuite rassurés et rappelé que nos communautés ou que nos populations civiles, toutes confondues, rwandophones, ne devraient pas être confondues aux combattants. Vous savez que c'est ça la raison principale qu'on évoque aujourd'hui ou qu'évoquent tous les services quand ils arrêtent quelqu'un. Vous dites complicité avec les M23. Complicité avec les M23. Sérieusement, devant les journalistes. Vous voulez qu'on vous dise qu'on ne connaît pas Makenga? Vous voulez vraiment qu'on vous dise qu'on ne le connaît pas? On le connaît bien, on connaît son village, on connaît d'où il vient. On ne peut pas aujourd'hui, tout simplement par peur d'être arrêté, dire qu'on ne le connaît pas. Nous les connaissons. Et nous l'assumons. Mais cela ne doit pas être une raison pour arrêter un membre de la communauté. Ensuite, le chef de l'État nous a rassurés que tous les mécanismes sont en cours pour faire gagner la République démocratique du Congo le pari de la paix dans sa partie Est. Il nous a demandé d'être des acteurs de la paix. Et ça, je vous communique à vous, mes frères, que le chef de l'État nous a recommandé, il nous a demandé d'être des acteurs de la paix. Et j'invite quiconque, les membres de notre communauté, Tutsi, Hutu, Banyamulenge et tout le reste, d'être acteurs de la paix tel que nous recommandé par le chef de l'État. Bref, nous reconnaissons et pouvons dire haut et fort que la volonté du chef de l'État est très claire et il exprime à tout moment qu'il en a l'occasion. Cependant, nous avons l'impression qu'il y a un décalage entre la volonté du chef de l'État d'avec les institutions étatiques, ce qui pose un sérieux problème. Tenez, les discours de haine, les arrestations arbitraires, les assassinats, les tueries ne faiblissent pas. Malgré les discours et l'appel à la paix et au bannissement de discours de haine par le président de la République et son gouvernement. Je vous donne un petit exemple.
Pour les 2 derniers mois, les derniers mois ici, ça veut dire le mois de novembre jusqu'au 15 octobre, du 15 octobre jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, nous avons recensé 226 Tutsis interpellés à Goma, Sak, Massissi, Kade, Kichanga pour une prétendue complicité avec les M23. Certains ont été relâchés après avoir été rançonnés. Les autres sont encore en prison. Je vous donne quelques exemples de personnes que vous connaissez. Les vieux Kiroko, pour les gens qui sont de Goma. Vous connaissez le vieux Kiroko, il fut bourgmestre. Il a été arrêté par l'ANR, semble-t-il pour complicité avec les M23. Un vieux de plus de 70 ans. Qu'est-ce qu'il a à faire avec Inger? Un papa qui a ses enfants qui servent sous le drapeau de la République démocratique du Congo, qui sont militaires dans les FARDC. Il a été arrêté. Je vous donne un autre exemple. Monsieur Ganza Igiro, parmi vous, il y a certains qui le connaissent. Un agent de l'OCC commis à l'aéroport de Goma. Arrêté injustement. Il a été relâché après avoir déboursé, je crois, une somme de $500 pour une prétendue complicité avec les M23. Semble-t-il, il était en train de filmer des images de l'aéroport pour envoyer au général Makenga. Vous voulez vraiment me dire que le général Makenga ne connaît pas l'aéroport de Goma? Il n'est pas le seul. Un autre agent qui s'appelle Patrick Mouissaneza, vous devez le connaître parmi vous, arrêté aussi, même motif. Dans la même zone, 57 personnes bien répertoriées, assassinées, dont 3 après torture. La dernière en date, jetez les noms, vous avez vu dans les médias un jeune qui a été tué et on a coupé sa tête à Kichanga. Vous avez vu dans les médias. Parmi vous, il y a ceux-là qui connaissent même son nom. 32 personnes portées disparues. Ça, ce sont les faits que je suis en train de vous donner, des faits vérifiables. 852 vaches tuées et pillées. Vous imaginez, les gens vont jusqu'à macheter une vache. Parce que tout simplement, parce que la vache appartient au Tutsi ou c'est un symbole pour un Tutsi, on machette une vache, on jette dans la rivière. 852 têtes de bétail coupées. À Kichanga, les Tutsis sont... Il y a chasse à l'homme. Vous pouvez le suivre. Ce sont des données qui sont là. Je ne suis pas en train de parler en l'air. Je vous donne des faits vérifiables. Cet outil de Kichanga, pour lequel aujourd'hui j'ai fait un appel, au même titre que nos frères qui sont venus de Kibumba et ailleurs, qui sont à Kanyaruchinya, les autres qui sont à Don Bosco Ngangi, j'aimerais bien que le gouvernement les assiste. Les Tutsis de Kichanga ont fui dans la zone contrôlée par le M23. Mais ça reste en République démocratique du Congo. Et nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons un seul chef, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Nous aimerions bien que tous ces déplacés aient de l'assistance. Ça n'est pas une blague, mes chers frères. C'est sérieux, les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir. Nous devrions prendre ça très au sérieux. Cette crise humanitaire doit trouver une réponse au plus vite. Je vous donne un autre exemple. Un major de FARDC qui s'appelait Gassassira, vous devez le connaître. Il a été tué sur le front. Il était membre, élément militaire de FARDC. Il a été tué sur le front d'avec le M23. Vous savez ce qui s'est passé? Sa famille l'a pris et le jour de son inhumation, tous les quartiers jetaient des pierres sur son corps en disant que c'est un infiltré rwandais. Il est mort pour la République démocratique du Congo. Il était sur le front. Allez chercher Major Gassassira. Les gens jetaient des pierres sur son cercueil. Infiltré rwandais. Mort sur le champ de bataille.
Je vous donne un autre. Le major Kaminzobe, tué au site Kivu, retiré dans le véhicule, alors qu'il était avec ses frères d'armes. Tiré du véhicule, lynché, tabassé, tué, brûlé. Sous le drapeau de la République démocratique du Congo. Le cas le plus récent que vous devez connaître, le lieutenant Munyaneza. Les photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Il a été pendu par ce frère d'armes, un militaire servant sous le drapeau de la RDC. Pendu par ce frère d'armes. Je vous parle de faits vérifiables. Je n'invente rien. À Kamituga, vous pouvez facilement chercher les données. Je vous donne un autre exemple. Un opérateur économique de la ville de Goma. Moi, je le connais depuis plus de 30 ans. Provi Mouiga, et vous devez connaître. Un pétrolier. Il a été visité par 30 militaires, chez lui à la maison. Ils prétendent qu'il devrait avoir des armes chez lui à 1h du matin. Ils ont contrôlé toute sa maison, il n'y avait aucune arme. Ils sont partis à 1h du matin, 30 militaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de problème de délivrance des passeports. Aujourd'hui, je vous donne une information. Vous, journalistes, et peut-être aux frères et aux autres qui n'ont jamais sollicité un passeport. Je vous dis aujourd'hui, pour avoir un passeport à Kinshasa, vous êtes Tutsi ou Hutu, c'est devenu un marathon. C'est devenu un combat, je vous dis. Ça se traite, comme on dit, au cas par cas. Je vais vous donner mon exemple personnel. Ça fait, je pense que je suis au 3e passeport. La dernière fois, j'ai voulu renouveler mon passeport. J'ai pris un ami de l'ANR ici parce que je disais, c'est moi ici, je ne veux pas voyager à Kinshasa. Je lui ai donné une copie de mon passeport qui venait d'être expiré et les fonds. Et cet agent de l'ANR travaille aussi dans le service de délivrance de passeports quand ils viennent à Goma. Là, je suis en train de vous parler de moi-même. Je lui donne de l'argent et après 1 mois, il ne savait pas me donner mon passeport. 2 mois, il ne savait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup de respect pour moi. Il m'appelle toujours honorable. Il ne savait pas quoi me dire. En fin de compte, il m'a remis mon argent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai envoyé un avocat de mon cabinet à Kinshasa pour qu'il aille introduire. Il est parti, il a introduit. Vous savez ce qui s'est passé? À l'ANR, on lui a dit que le nom Kabengera n'est pas dans les patrimoines culturels congolais. Ah, c'est vrai. On m'a dit, on lui demande de prouver vraiment si je suis congolais. On a commencé par lui dire, ok, il faut que j'envoie toutes les copies des cartes électeurs depuis 2006. Vous savez, il y a un Dieu tout-puissant qui existe. Je ne sais pas par quelle magie je les ai retrouvés. La copie de la carte de 2006, de 2011 ou 12 et celle de 2017. J'ai envoyé. J'ai dit, je vais faire arriver cet homme jusqu'au bout. J'ai envoyé. Ensuite, il n'était pas satisfait. Il dit, non, je dois envoyer le relevé de côte de l'université. J'ai dit, bon, ok. J'étais tout calme. J'ai envoyé. Il n'était pas satisfait. Il a dit que je dois envoyer les documents de secondaire. J'ai envoyé. Je ne suis pas en train de vous raconter de bobards. C'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai envoyé. Ensuite, il a demandé, moi je n'étais pas en contact avec lui. Vous connaissez bien nos frères de l'ANR, on ne doit pas les connaître, on ne les connaît pas, on ne connaît pas les noms, on n'a pas de numéro. C'est une personnalité. J'ai dit ok. J'ai dit on va aller jusqu'au bout. J'ai envoyé des documents, j'ai envoyé des gens chercher à Rutshuru, j'ai étudié, j'ai envoyé. Et mon passeport n'était toujours pas libéré. Jusqu'au primaire. Vous comprenez ça? Ensuite, j'ai dit non, ça n'est trop maintenant. Je vais lui montrer que je suis fils de ces pays. Alors j'ai cherché. On m'a donné et son nom et son numéro. Un grand monsieur de l'ANR. Je ne peux pas dire son nom. Ensuite, je l'ai appelé. J'ai dit, messieurs, on m'a dit que vous avez bloqué la délivrance de mon passeport parce que semble-t-il que le nom Kabengera n'est pas dans les patrimoines congolais. Alors je lui ai dit, vous savez ce qui se passe au Nord Kivu? Il dit, oui, il y a la guerre. Ça se passe où?
à Chanzu, à Runyoni, à Jomba, à Tchengerero, à Rumangabo, à Rutshuru. Vous connaissez tous ces noms. Il y a même un village qui s'appelle Kabengera dans le Rutshuru. On a fait Kalengera, mais ça s'appelle Kabengera, qui porte mon nom. Je dis, vous connaissez tous ces... Est-ce que ces territoires-là sont au Congo ou dans un autre pays? Elle dit non, nous connaissons dans le patrimoine congolais, il y a le nom qu'on appelle Kabengele, mais pas Kabengera. Je dis mais bien évidemment, Kabengele ou Kabengera c'est chez les Baluba, mais chez nous, à Rutshuru, Kabengera a un sens. Et ça appartient au patrimoine culturel congolais. Alors je lui ai dit, messieurs, je suis fils de ces pays, je n'ai pas deux nationalités, je n'ai qu'une seule. Celle de la République démocratique du Congo. Alors mon passeport, vous allez libérer, ou alors je vais traîner l'ANR devant la justice pour qu'elle m'explique de quelle manière ou par quelle magie je suis devenu un autre citoyen. Et ensuite, pour ne pas vous prendre assez de temps, mon passeport a été délivré. En même temps, j'apprendrai que plusieurs frères, Hutu, Tutsi, leurs passeports sont bloqués à l'ANR pour, entre parenthèses, nationalité douteuse. Vous comprenez ça? Le mien a été délivré. Maintenant, je vous pose la question, sérieusement. Si moi, je lui ai dit d'ailleurs, je suis avocat, 2 fois candidat député national. J'ai été porte-parole d'une grande formation politique au Nord Kivu, les FCC. J'ai été plusieurs fois conseiller dans des ministères à Kinshasa. J'ai de relations. On me traite de cette manière-là. À plus forte raison, un citoyen lambda qui n'a aucun contact, aucune connaissance. C'est déplorable. Le tableau est sombre. Les choses ne sont pas toutes roses. Cependant, nous appelons nos peuples et tous les autres qui subissent les affres de ces guerres interminables de l'Est, les Hutus, les Nandés, les Hundés, les Nyanga, les Tembo, les Chi, tous les autres peuples qui vivent la partie Est et qui subissent cette guerre, de garder espoir. Car le pourparler amorcé par le processus de Nairobi et de Luanda, en mon sens, est un début de la résolution à cette crise qui secoue l'Est de notre pays. Je vais me limiter par là et je suis à votre disposition pour échange et questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. La première question est la balkanisation. Je pense que je suis déjà revenu sur cette question dans mes précédentes interventions par rapport à la balkanisation. Je vais répéter la même réponse et je vais vous dire que la République démocratique du Congo est un pays qui n'existait pas avant et qui a été créé par le colon. Nous pouvons le refuser, mais c'est ça la vérité. N'eût été le colon, je serais un petit roi chez moi à Rutshuru. Vous qui êtes, je ne sais pas, de Manono, vous serez un petit roi chez vous à Manono. Quelqu'un d'autre serait un petit roi chez lui à Uvira, et vice-versa. Par la volonté des colons, ils nous ont pris tous avec nos territoires, nos cultures, ils nous ont mis ensemble dans cette association ou dans cette société qui moi j'appelle une société à plusieurs associés. Nous y sommes venus tous avec quelque chose. Et je vais vous dire ici, par rapport à cette question de la balkanisation, pourquoi elle est toujours posée aux membres de la communauté Tutsi. Pourquoi ne peut-elle pas être posée aux membres de la communauté Chi, Nandé et consorts? Les Tutsis sont à l'aise. Ils sont beaucoup plus à gagner en République démocratique du Congo, dans son format actuel. Cependant, il me semble qu'une partie de notre peuple ne veut pas de Tutsis dans cet ensemble. Mais ils oublient qu'ils sont associés au même titre, ou alors héritiers de la première catégorie, au même titre que tous les autres.
Nous sommes dans une association. La balkanisation ou le démembrement d'un État est une volonté de peuple qui habite un territoire donné, un État. Mais moi, à mon sens, je pense que même la volonté de ces peuples-là doit toujours accompagner par ce que moi j'appelle les ancêtres. Et les ancêtres de la République démocratique du Congo, ce sont les Belges et leurs sociétaires. Rassurez-vous, les Tutsis n'ont aucun projet de balkaniser la République démocratique du Congo. Ils ont juste besoin d'une chose, vivre en paix avec toutes les autres communautés. Ce qui fâche, c'est que les autres communautés ne veulent pas que les Tutsis vivent en République démocratique du Congo, mais qu'ils ne veulent pas non plus leur laisser leurs terres. Ça devient très compliqué. C'est comme si vous êtes en association avec quelqu'un, vous voulez qu'il parte, vous voulez les chasser de l'association, mais vous ne voulez pas qu'ils retirent ses parts. C'est très grave. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que les Tutsis sont à l'aise là où ils sont, mais ils aimeraient bien que les autres comprennent qu'ils sont tous héritiers de la première catégorie, qu'ils sont associés à parts égales de ce grand bien qui nous appartient à tous, que nous appelons la République démocratique du Congo. Je pense que j'ai été clair à ce sujet. Les accusations, pourquoi seulement les Tutsis? Je vais vous dire une chose, les Tutsis ne sont pas des extraterrestres. Ils meurent aussi sur le front. Ce n'est pas un plaisir de prendre les armes. S'il y a eu des Tutsis à l'AFDEL, comme vous dites, au RCD, au CNDP, au M23, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis un républicain. Bien de vous exposer un de mes problèmes ici d'obtention du passeport. Peut-être que j'ai ce grand cœur pour endurer et me battre sur ce plan-là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne tolérerait pas cette humiliation. Il peut se décider d'utiliser d'autres voies, surtout lorsqu'il pense qu'il n'est pas écouté. Les problèmes sont restés les mêmes, je l'ai dit dans mon propos. Depuis la guerre du Rwanda, vous vous rappelez bien, nous avons assisté à l'Est ici à l'avenir de tout un pays, le Rwanda, qui a déversé son peuple, son gouvernement, son armée, ici sur le territoire, où les populations vivaient en paix, en symbiose. À cette époque, je vivais à Rutshuru. Je vous informe que je mangeais la nourriture de mon voisin, qui était Nande, un Hunde et un Hutu. Et nous avons pris cette culture de Nande qui, à chaque fois qu'ils étaient prêts avec leur nourriture, ils amenaient la nourriture chez nous, chez les Tutsis, les Hunde venaient, on mangeait ensemble. Et vice-versa. Après 94, tout a changé, tout a basculé. Nous avons commencé à nous traiter pour des étrangers. Depuis ce jour-là, tout a basculé et les problèmes sont restés là. Certaines personnes, quand vous n'êtes pas dans cette famille-là, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais les Tutsis ont de sérieux problèmes. Je comprendrai. Je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit ou de groupes rebelles. Mais je constate, en toute bonne foi, que lorsque quelqu'un prend l'arme et il sait qu'il peut y laisser sa vie, c'est que la raison pour laquelle il prend cette arme vaut plus que sa vie même. Ça ne sert à rien de vivre dans l'humiliation. Et quelqu'un peut décider de prendre l'arme pour pouvoir revendiquer son droit d'une autre manière. Je pense que c'est ce qui justifierait le fait que nous avons vu de Tutsis, comme vous dites, toutes les rébellions qui ont secoué l'aile de la République démocratique du Congo. Et curieusement et malheureusement, les problèmes qui ont fait naître toutes ces participations aux groupes armés n'ont jamais été résolus. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est là où nous en sommes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes partis encore discuter avec le premier citoyen de ces pays, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Que ce soit du côté civil, je ne suis pas porte-parole des groupes armés, mais je peux faire la même revendication s'agissant de retour de réfugiés, s'agissant de la paix, s'agissant de la cohabitation, s'agissant du rétablissement de l'autorité de l'État. Je vous avais parlé de ce qui se passe à Kichanga, où les Tutsis ont complètement vidé Kichanga. Ils se sont réfugiés dans les zones contrôlées par les M23.
Et là, nous appelons l'État. Nous ne réclamons pas plus. Nous ne voulons pas plus. Juste vivre en paix avec les autres communautés sans être stigmatisés. Aujourd'hui, d'ailleurs, je parlerai de la persécution. Sans être persécutés. C'est tout ce que les Tutsis demandent. Et ils ne sont pas les seuls. C'est peut-être parce que ça fait trop de bruit, mais ils ne sont pas les seuls qui subissent ces problèmes. Les Nandais subissent le même problème dans le nord. Les Hutus subissent le même problème. Nous parlons de réfugiés, bien évidemment, qui sont connus au Rwanda. Savez-vous combien de Hutus sont réfugiés en Ouganda? Vous m'avez parlé tout à l'heure d'Oto. Je pense que c'est d'ailleurs là où il devrait commencer. Savez-vous combien? Avez-vous déjà vécu dans un camp de réfugiés, chers amis? Savez-vous la souffrance qu'il y a dans ces camps? Allez dans un camp, je vous donne une adresse, allez dans un camp qu'on appelle Nyakivare en Ouganda. Vous allez voir qui sont là-bas. Je pense que 60% sont des Hutus. C'est ça le problème qui secoue l'Est. Et c'est tout ce que ce soit les civils ou les autres qui utiliseraient, je ne sais pas quelle voie pour revendiquer, réclament. Je ne me dissocierai pas de cette demande-là. Le retour de réfugiés, la paix dans notre espace vital, la participation à la construction du pays, sur le plan économique, social, politique. Les terroristes, ça c'est la RTGA, terroristes du M23. Je ne voudrais pas entrer dans cette guéguerre-là de terroristes. Je suis fils de ces pays et mon gouvernement s'est déjà prononcé là-dessus. Mais cependant, ce que je peux vous dire, je prie, et je dis encore je prie, et vous devriez prier avec moi, parce que nous n'avons jamais connu du terrorisme. Nous devons prier à ce que ceux-là que nous appelons des terroristes ne deviennent pas des terroristes. Avez-vous connu le 11 septembre? Avez-vous connu Bagdad? Avez-vous connu Afghanistan? Pouvez-vous dire qu'il y a quelque chose de comparable à ce qui s'est passé là-bas, qui se passe ici? Vous savez, à force d'appeler quelqu'un un nom quelconque, peut le radicaliser et devenir plus que ce qu'il était. Kishiché. Même M. Otto est revenu sur le dossier Kishiché. J'aimerais comprendre une chose. Peut-être que cette question-là, le M23 et M. Otto, parce qu'ils semblent en savoir davantage, ils vont nous donner des éléments là-dessus. Je me pose une question et je la partage avec vous. De Bunagana, où le M23 a commencé sa guerre, jusqu'à Bambou, Kishiché, tout le territoire contrôlé par le M23 est habité à 70%, si je ne m'abuse, ou à 60% par les Hutus, n'est-ce pas? Je me pose une question. Pourquoi ont-ils choisi de laisser tous les Hutus de Bunagana, de Rubare, de Kako, de, je ne sais pas, Kalengera, Tongo, Bambou, pour aller uniquement exterminer, comme M. Otto le dit, les Hutus de Kishiché? Je n'ai pas de réponse à cette question. J'aimerais bien que M. Otto nous éclaircisse. M. de la RTGA dit que le Rwanda est à la base de la déstabilisation de la RDC, le silence total côté Tutsi. Écoutez, peut-être moi, parce que je suis avocat, je parle un peu trop, mais ce n'est un secret pour personne. Pour le Tutsi, la parole est d'or. On peut nous qualifier de tout ce qu'on veut. Nous avons aussi, chers amis, un côté positif. Nous l'avons déjà démontré dans l'administration, dans l'armée. Vous savez, si vous accédez un jour au pouvoir ou que vous avez des gros dossiers ou de grosses affaires à gérer, vous allez avoir besoin d'un Tutsi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est parmi les rares personnes de ce monde qui, une fois il est d'accord avec vous, une fois il vous a dit oui, il est prêt à être tué à votre place. Vous connaissez combien qui peuvent faire ça? N'est-ce pas une qualité? Et à chaque fois que l'occasion nous est offerte, nous le prouvons. Le Rwanda à la base de la déstabilisation, ça j'aimerais bien que vous posiez cette question aux officiels rwandais ou alors aux officiels congolais. Tout ce que je sais, ce que je peux vous dire dans la région, j'habite le Nord Kivu, j'habite Goma,
contrairement à un politicien qui habite à Kinshasa. J'ai vécu à Kinshasa pendant plusieurs années. Aucun politicien de Kinshasa n'accepterait que le Congo ait des problèmes avec Congo-Brazzaville. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'unique porte de sortie de Kinshasa. Quand Lumumba a été arrêté, il fouillait vers où? Vers Congo-Brazza. Quand on a attrapé, je ne sais pas quel ministre avec des dollars dans le valise, il fouillait vers le Congo-Brazza. La porte de sortie facile et aisée pour Kinshasa, c'est Congo-Brazza. Voilà pourquoi que vous ne verrez jamais un politicien de Kinshasa accepter qu'il y ait un conflit avec le Congo-Brazza. Mais nous vivons tous dans le même pays. Mais nous vivons à l'est, à Goma. Pourquoi voulez-vous qu'on ait des problèmes avec le Rwanda? Parce que c'est notre seule porte de sortie. Regardez, je vous donne aujourd'hui l'exemple. Il y a des politiciens ici, des acteurs de la société civile, des mouvements citoyens. Quand ces histoires ont commencé, ils ont dit non, on ferme la frontière avec le Rwanda. Oui, tant mieux. Aujourd'hui, on serait plus si cette frontière était fermée. Vous imaginez cette ville avec une semaine sans carburant? Est-ce que vous réalisez ça? Ou alors on dit juste pour dire? Ce que j'ai constaté dans mon analyse, c'est que nous disons tous les jours que le Rwanda et l'Ouganda sont des petits pays qui n'ont rien. Ce sont des pays pauvres, que nous avons tout. Mais en visitant ces pays, je peux vous partager mon expérience. Parce que je me suis rendu compte que ces pays-là n'ont qu'une seule richesse. Vous savez, leur richesse, c'est quoi? La paix, la stabilité. Ils sont prêts à vous couper la tête s'il le faut, pour préserver leur paix. Parce que c'est la seule richesse qu'ils ont. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a autant d'investisseurs en Ouganda et au Rwanda qu'il y en a en République démocratique du Congo, alors que nous avons tout le nécessaire. Je pense que nous devrions considérer également les desiderata de nos partenaires régionaux, s'il faut vraiment que l'on vive en paix. Dans le cas contraire, nous n'y parviendrons pas. Nous sommes riches, bien évidemment, mais nous vivons la pauvreté. Regardez-nous, nous sommes des aigris. Je n'insulte personne, moi-même je le suis. Nous avons plusieurs personnes qui ont des diplômes, mais ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de débouché. Plusieurs personnes ont des idées, mais ils ne peuvent pas accéder à un crédit à la banque. Plusieurs jeunes, ils n'ont aucune débouché. Nous sommes des aigris. Pourtant, nous sommes riches et on nous enterre dans du diamant et de l'or. Parce que tout simplement, notre politique en matière d'affaires ne favorise pas les investissements chez nous. Les silences de côté de notre communauté, vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on aille contredire notre président de la République? Nous ne soutenons, les autres disent que nous ne soutenons pas les institutions de la République. Quand nous avons été touchés dans notre vie propre, dans notre sécurité, nous avons fait recours auprès de qui? Auprès de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les quelques suggestions par rapport à la résolution de ce problème, nous les avons données à qui? Vous voulez, parce que M. Otto a dit que nous ne nous prononçons pas, que nous allions sur les médias et dire nous nous prononçons. Ça va produire quoi? Nous nous condamnons, ça va produire quoi? Combien de personnes, vous savez, ils ont condamné, ils ont maudit même? Ça a déjà produit quoi? Les Tutsis sont des gens qui sont dans l'action que dans la réaction. Ils préfèrent faire que de dire. Et si seulement ils savent que quoi qu'ils disent, ça ne va rien produire, eh bien bon, ils préfèrent ne pas le dire. Notre gouvernement doit s'approprier toutes les revendications possibles de ces milices ou groupes armés. C'est le seul moyen de leur retirer du prétexte de la guerre, n'est-ce pas? D'entrée de jeu, je vais vous dire une chose. Tout ce que je vais dire par rapport à M. Otto n'a rien à voir avec la communauté sœur, la communauté Hutu. Comme je vous avais dit, en ce qui nous concerne, la communauté Hutu est une communauté sœur. Nous vivons ensemble depuis des lustres, depuis des millénaires. Et nous n'avions jamais eu de problème.
Les problèmes ont commencé à l'arrivée du colon. La sortie médiatique, je ne voudrais même pas rentrer dans ces jeux de réponse sur ce que les grands frères Otto Baïzi a soulevé. Cependant, je me trouve dans l'obligation de dire un mot à ce sujet. Je suivis comme tout le monde tout ce qu'il a dit à travers le média et je peux vous rassurer que ça m'a désolé. J'ai été mortellement touché dans mon amour propre par ces déclarations. Tant entendu, je suis ressortissant de Rutshuru, messieurs Otto est ressortissant de Rutshuru. Plus que quiconque, il sait ce que ce genre de discours ont engendré dans le passé. Précise que ce n'est pas la première fois qu'un acteur politique ou un grand notable, entre parenthèses, comme on dit, prononce ce genre de discours. Ça a été fait. Nous les avons vécus à Rutshuru. Quand vous interrogez certaines familles Hutus, certaines familles Tutsi, je vous dis, mes frères, qu'il y a dans certaines familles où les blessures saignent encore jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dans certaines familles Hutus et Tutsi, ils vous disent que les autres nous ont tués, de part et d'autre. Et vous allez ailleurs, ils vous disent qu'eux aussi, ils nous ont tués. Ils nous ont ravis, ils nous ont trahis, les autres, ils nous ont tués. Et aujourd'hui, un leader de sa trempe, comme il le dit, ne devrait pas faire passer le couteau dans la plaie, comme on dit. Il devait s'inscrire dans la logique de corriger ce que les aînés ont fait. Parce que ça n'a produit que désolation. Vous savez, à un certain âge dans la vie, on devrait s'inscrire dans le rôle de laisser de l'héritage. Quel est l'héritage que M. Otto est en train de laisser à la jeunesse Hutu? La haine? L'extrémisme? Est-ce que ça paye? N'avons-nous pas d'exemple à travers la région pour voir que ça ne paye pas? À son âge, sérieusement, je lui recommanderais à ce qu'il lègue la paix, l'unité, le travail à la jeunesse Hutu, à la jeunesse Tutsi. Il a dit plusieurs choses. Que les Tutsis étaient des criminels. Il n'existait pas une communauté de criminels, mes chers frères. Dans chaque communauté, il y a d'ailleurs de bien, de bon et de mauvais. Il n'existe pas une communauté de criminels, ça n'existe pas. Il a dit que c'était des Nilotiques et que eux c'était des Bantous. Les Tutsis avaient un projet de massacrer les Bantous. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans l'extermination des Bantous, comme il dit? Moi, je pensais plutôt qu'il devrait venir ici nous exposer les problèmes qu'a le membre de la communauté Hutu. Je vous ai relevé ici qu'il y a autant de membres de la communauté Hutu qui sont dans des camps de réfugiés en Tanzanie, en Ouganda, qui est aussi à travers la région. Allez en Ouganda, j'ai traversé à Kisoro, vous allez voir. La plupart sont devenus des Ougandais. Ils ont trouvé la paix là-bas et ils vivent, ils sont à l'aise. L'Ouganda en soi, quand vous la visitez, allez voir. Mais il est constitué de qui et de qui? Ce sont les Hutus, les Nandais, les Tutsis, les Soudanais, et ils vivent tous ensemble. Pourquoi c'est seulement chez nous où il n'y a pas de problème? Je pensais que c'est là où M. Otto devrait commencer. Soulever le problème de ses frères qui sont réfugiés et qui errent à travers le monde, à travers la région. Soulever le problème des passeports dont je viens de vous parler ici. Le même Otto, je vais vous rappeler qu'en 2000, si j'ai bonne mémoire, en 2016, je crois, ou en 2015, il avait fait une conférence de presse ici, ou une sortie médiatique, où il disait que ses frères Hutus étaient empêchés d'aller dans le Grand Nord. Ils étaient accusés de Rwandais. Vous, le journaliste, vous devrez vous rappeler de cette étape-là. Il l'a fait. Est-ce que ce problème a déjà trouvé des solutions? Le problème des passeports, le problème de terre, de champs dans les Rutshuru. Avant juste la guerre du M23 ici, il y a eu conflit foncier dans les Katwiguru, à Rutshuru. Et les autres populations criaient et ils chantaient Bahutu, Ibanyarwanda, Barodi et quoi. Vous avez suivi ça? Ça, ce sont de vrais problèmes.
de vrais faits sur lesquels M. Otto, s'il s'appelle notable, comme je dis, c'est curieux que moi, qui suis plus jeune que lui, suis en train de lui donner de la matière qu'il devrait exposer pour avoir la solution au problème de ses frères. C'est de ça dont il devait parler. Dois-je encore rajouter, vous vous rappelez, il y a 5 ou 6 ans, il y a eu des jeunes, un courant des jeunes, en plus grande partie Hutus, qui se sont révoltés en disant que la province est mal gérée et qui ne participent pas à la gestion de la chose publique. Et ils ont récolté 100 000 signatures pour scinder la province en deux, afin de permettre aux autres communautés de participer à la gestion. Vous vous rappelez de ça? Voilà le vrai problème qui secoue le Nord Kivu. Le vrai problème qui empêche le Hutu de vivre comme il le veut, ou le rwandophone, ou les Tutsis. C'est de ça dont nos peuples ont besoin d'entendre. Monsieur Otto dit qu'il est chef coutumier, n'est-ce pas? Qu'il est chef coutumier, grand notable, chef coutumier, propriétaire des terres, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais la terre dont il est propriétaire, dont il dit ici, ou qu'il gère, je n'aimerais pas entrer en conflit avec sa famille, une famille respectable que nous connaissons depuis de lustres. La terre qu'il gère, le véritable chef coutumier de Boussanza, d'où M. Otto tire sa notabilité, sa légitimité. Il dit qu'il est chef coutumier propriétaire des terres. Mais le véritable chef coutumier, avant l'arrivée des colons, c'était un Tutsi. Et il s'appelait Kabango. Faites des recherches. Il s'appelait Kabango. À Bunagana, où on entend raconter des histoires, c'est lui qui était chef coutumier là-bas. Il s'appelait Chizurungu. Vous connaissez d'ailleurs un de ses petits-fils, vous le journaliste, John Kanyoni, que vous connaissez. Celui-là, c'est les fils, les petits-fils du roi, ou alors du chef coutumier qui était à Jomba, avant les colons. Monsieur Otto devrait, au-delà de faire appel à sa conscience, à sa bonne foi, il ne devrait pas oublier qu'il est dépositaire d'un mandat public. C'est un conseiller diplomatique du Premier ministre. Et en mon sens, il viole la politique même, la ligne directrice du gouvernement actuellement et du président de la République. Aujourd'hui, l'appel du président de la République, c'est lequel? C'est le bannissement du discours de haine. C'est l'unité. C'est la recherche de voies pacifiques pour résoudre le problème qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Et lui, il a violé, il est membre, peut-être qu'il a oublié les règles qui pilotent les institutions de la République. Il ne devrait pas s'inscrire en marge de la politique du gouvernement, étant dépositaire du pouvoir public. Je pense que c'est un discours très dangereux et condamnable qui mérite d'ailleurs à ce que le gouvernement lui pose des questions là-dessus. Il a dit qu'il parlait le Kihutu et nous parlons le Kinyarwanda. Bon, il n'y a pas de problème. Je vous donne une autre information. Allez au ministère de la Justice où on délivre le certificat de nationalité. Il y a un petit livret dans lequel est répertorié toutes les ethnies de la République démocratique du Congo. Je vous informe aujourd'hui que dans ces petits livrets-là, il n'y a pas la communauté Hutu, il n'y a pas la communauté Tutsi. Moi, je vous parle de ce que moi-même j'ai vécu. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. On écrit Banyabwisha. Alors, Banyabwisha, maintenant, les Hutus qui sont dans les Massis, ils sont quoi? Les Hutus qui sont dans les Calais, ils sont quoi? Les Tutsis qui sont là-bas, ils sont quoi? Ils sont aussi Banyabwisha. En 1990, à la conférence nationale souveraine, les vieux qui sont là, ils savent mieux que moi-même. On a pris les Hutus et les Tutsis, on les a mis ensemble à l'extérieur de la salle. On les a chassés pour nationalité douteuse. En 1990, alors si M. Otto parle les Kihutu et moi les Kinyarwanda, mais nous sommes tous dans le même panier. Il n'y a pas de problème. Qu'il parle bien
sont Kihutu, moi je veux parler de Kinyarwanda, mais n'empêche que nous avons le même problème. Et pourquoi nous ne nous mettrions pas ensemble pour le résoudre? Et autour du problème des passeports, les Tutsis en ont. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour résoudre ça? Les guerres qui se passent ici à l'Est sont dans la plupart sur nos terres. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour trouver une solution? Et bien vouloir être ce qu'il veut, il est bantou, comme il dit, qu'il aille à Beni là-bas, là on est en train de tuer des gens, qu'il parle de son Kihutu, on va voir s'il va y sortir vivant. Soyons sérieux, soyons sérieux. Je vous ai raconté l'histoire d'un membre de la délégation qui est venu de Kinshasa, qui est parti dans le camp de déplacer là-bas à Kanyabuchina. Il a dit, mais alors, dis-moi, ceux qui sont là-bas, ce sont les Hutus, n'est-ce pas? Nous perdons le temps inutilement. Nos tribus, nos ethnies ne sont que des armes pour nous affaiblir. Sur Messieurs Otto, conseille tout simplement de s'inscrire dans la logique du pays, dans la logique qui est bénéfique pour nos deux communautés, ça veut dire les Tutsis et les Hutus. Les autres qui ne sont pas de ces communautés-là, ils ont compris une seule chose. Les Hutus, les Tutsis, mis ensemble, c'est une force redoutable. Redoutable. Il n'y a pas de chose. Et moi, je vous l'ai dit, et c'est ce que je prêche à toute la jeunesse Hutu et Tutsi. Notre union est notre avenir. Notre séparation est notre perdition.